Julie, pourquoi il faut télécharger l'application Omerta? Parce qu'on est ici à montrer ce qui se passe vraiment, différemment des autres, ou des plateaux télé. Nous on est là, on va dire, on a du risque à prendre pour vous. Donc téléchargez l'application et allez voir ce qu'il y a dans la boîte. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Omerta. Omerta, vous le savez, ce sont des grands reportages, des documentaires que vous pouvez retrouver sur la plateforme www.omertamedia.fr. Et vous le savez, dans le cadre de nos grands entretiens, on reçoit des politiques, des personnalités du monde de la culture. Et aujourd'hui, je reçois un ancien député 27 ans dans l'Essonne et président du mouvement Debout la France. Monsieur Dupont-Aignan, bonjour. Bonjour monsieur. Et bienvenue chez Omerta une nouvelle fois. Merci. Pour ces grands entretiens. Comment allez-vous? Très bien. Enfin très bien. Je dirais que si la France allait mieux, j'irais mieux. Mais je me bats avec tous ceux qui m'appuient et qui espèrent qu'un jour on tournera la page de ce régime finissant. Aux dernières élections donc législatives, je le précisais, vous étiez 27 ans député dans l'Essonne. Vous n'avez pas été réélu. Eh oui, ça arrive. Comment avez-vous réagi à ce... J'ai réagi, vous savez, quand on est député ou élu, j'étais maire à 22 ans, je suis toujours conseiller municipal de ma ville, on sait que c'est toujours provisoire. Donc ça devait bien arriver un jour. Ce qui m'a déplu, c'est pas que j'ai été sanctionné par les électeurs, ça c'est la loi du peuple, c'est qu'il y a eu une manœuvre d'un LR macroniste qui a tout fait pour faire élire un France Insoumise, qui s'est même maintenu au second tour tout en faisant campagne pour lui et qui a été récompensé en étant ministre des Transports, M. Durovray, alors qu'il a fait une campagne particulièrement abjecte, alors que plus c'était un de mes fidèles, parrain de ma fille. Donc c'est vraiment la trahison dans ce qu'il y a de plus médiocre et ça fait quand même un peu de peine, surtout que c'était très juste, mais c'est la vie et moi je crois qu'il faut toujours faire d'une défaite une chance. Quand on tombe de cheval, on remonte dessus. Et donc, moi, j'en profite, si je puis dire, pour commencer, et pour avoir bien commencé d'ailleurs depuis quelques mois, un tour de France, où je vais à la rencontre des fédérations de Debout la France, des élus locaux qui me soutiennent. Je prépare un livre, voilà, et puis je continue ma vie politique comme avant. Parce que je ne suis pas le seul, hein. Roussel, le Parti communiste, a été battu. Zemmour n'est pas député, Mélenchon non plus. Donc, je vais être franc, je préférerais encore être à l'Assemblée, mais vu ce qui s'y passe. Mais pour autant, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est de préparer la suite, parce qu'on ne peut pas continuer dans un pays qui se suicide, ou qui sombre devant nous. Et donc, moi, je continue d'une autre manière le combat politique, mais ça ne change pas grand-chose, en fait. Très bien. Vous continuez la lutte, donc vous me le disiez, sur le terrain politique. Alors, pour lancer cet entretien, je voulais commencer par l'actualité internationale, et notamment les déclarations de Jean-Noël Barrot, ministre des Affaires étrangères, sur le sujet ukrainien, et des propos qui ont l'air encore plus va-t-en-guerre et un petit peu à contresens de tout ce qui essayait de s'installer comme politique internationale d'apaisement sur ce conflit, ou en tout cas de sortie de conflit. Jean-Noël Barrot donc n'exclut aucune option, notamment envoyer donc potentiellement des Français en Ukraine. Comment avez-vous reçu cette information? Comment vous l'analysez? Comme toujours. Vous savez, moi j'ai été, je crois, et je l'ai payé cher, face à la propagande générale, j'ai été toujours clair sur le conflit ukrainien. J'ai fait une conférence de presse, j'étais candidat à la présidentielle, le 7 mars, je le sais parce que c'était le jour de mon anniversaire, le 7 mars 2022. On partage un point commun. Et où j'ai dit, il y a un plan de paix possible, c'est une folie ce conflit. J'ai tout annoncé, je ne dis pas ça par prétention, je ne suis pas le seul. C'est un suicide européen. C'est un suicide européen parce que si on regarde avec un peu de géopolitique, les torts étaient partagés et les accords de Minsk n'ont pas été respectés de la volonté des Ukrainiens et des Occidentaux. 2, il y a une potentialité de paix. D'ailleurs, il y a eu une paix à Istanbul signée quelques mois après,
qui a été bloqué par les Anglais et les Américains. Et 3, c'est un non-sens géopolitique parce que ça pousse la Russie dans les bras de la Chine, ça nous coupe des pays du Sud, et c'est un suicide économique. On voit les résultats en Allemagne, en France, économiques, énergétiques. Bon, bref. Donc, sur tous les points, c'est un suicide. J'ajoute, dernier point, que c'est tellement facile de faire la guerre avec la chair à canon du peuple ukrainien et des armes américaines que nous achetons. C'est tellement honteux. Quand il y a une guerre, soit on combat, soit on cherche la paix. Mais faire la guerre par procuration est ignoble. Et les déclarations de M. Barrot sont pour moi un baroud d'honneur de gens qui sont décalés par rapport à l'histoire, qui ont été désavoués d'une manière générale par le vote du peuple américain qui a élu quelqu'un qui a exactement ma position, ou j'ai sa position, qu'importe, c'est-à-dire par Trump, qui veut faire la paix. Et vous voyez très bien que les va-t-en-guerre obéissant à M. Biden, c'est-à-dire Macron et le Premier ministre anglais, font la politique du pire d'ici l'investiture du président Trump. Parce qu'ils savent que Trump va siffler la fin de la récréation le 20 janvier. Et donc, vous voyez tous ces gens va-t-en-guerre qui se sont trompés sur tout, qui poussent les feux et qui veulent nous entraîner dans un engrenage. Et je pense qu'ils veulent que la Russie réagisse pour créer l'irrémédiable et dire « voyez les méchants Russes ». C'est vraiment insupportable parce que quand on connaît la situation sur le terrain, et ce n'est pas ici qu'on ne la connaît pas, on sait que d'abord les premières victimes, ce sont les Ukrainiens, que c'est un peuple qui est en train d'être complètement instrumentalisé, et on sait qu'il y a une paix possible, évidente, qui est la démilitarisation de l'Ukraine que j'ai toujours proposée, une zone tampon, puisque l'Ukraine a été russe pour une part pendant des siècles, une zone tampon entre la Russie et l'OTAN. C'est l'évidence, c'est ce qu'avait proposé même Chirac à l'époque. C'est l'évidence. Enfin, c'est quand même complètement fou de voir des dirigeants comme M. Barrot, M. Macron, M. Haddad, comme des canards sans tête. En fait, ce sont des canards sans tête qui n'ont pas vu que leur maître avait changé d'avis. En fait, ce sont les canards, ce sont les petits soldats de l'État profond américain. Et qu'est-ce qui explique justement cette ils n'ont pas vu à suivre ils sont perdus. Malgré les enjeux européens qui sont totalement contraires, comme vous l'expliquez. C'est ça qui est incompréhensible. Regardez les annonces de licenciement. En venant, je regardais l'hémorragie industrielle en Allemagne. Regardez la catastrophe économique budgétaire en France. C'est la conséquence de notre soutien fou à l'Ukraine, puisque nous payons le gaz beaucoup plus cher, nous achetons du gaz américain, nous avons cassé notre modèle économique, nous payons une électricité beaucoup trop chère, mais ça, ce n'est pas l'affaire de l'Ukraine, ce sont les règles de l'Union européenne absurdes auxquelles obéit la France. Bref, on est dans un truc de fou. C'est-à-dire qu'on a des dirigeants qui jouent contre la France. Voilà pourquoi, d'ailleurs, sur le plan intérieur, on en reparlera sans doute, je recommande la censure. On ne doit pas faire de compromis avec ces gens-là. Ils tuent notre pays. Il n'y a aucun compromis possible avec ces gens-là. Et pourquoi vous me posiez la question tout à l'heure en introduction de vous dire vous avez été battu aux législatives, pourquoi vous continuez? Je continue parce que d'abord il y a beaucoup de gens qui veulent que je continue, mais au-delà de ça, parce que je crois qu'il faut être intransigeant maintenant. On ne peut pas laisser des dirigeants ou s'accommoder de dirigeants qui tuent la France et qui tuent l'Europe. On me traite de souverainiste, mais je défends plus les intérêts de l'Europe aujourd'hui que ceux qui sont à Bruxelles. C'est une question intéressante. Est-ce que votre position a évolué par rapport à cette Union européenne et à la question de l'euro? Parce qu'on a vu dans le camp patriote souverainiste, Marine Le Pen, par exemple, qui a beaucoup évolué sur ses positions. Est-ce que c'est votre cas? J'ai évolué, je vais être très franc, parce que moi, maintenant, vous savez, je suis libre. Enfin, j'ai toujours été libre, d'ailleurs. Mais autant dire les choses comme je pense. Vous savez, j'ai fait la campagne de 2012, la première campagne présidentielle, sur la sortie de l'euro. J'ai toujours été contre l'euro, je sais que c'est une aberration. L'euro a détruit la capacité industrielle de l'Italie et de la France, c'est normal, puisque le principe d'une monnaie unique, c'est que ça favorise les plus compétitifs et qu'il n'y a plus des dévaluations correctrices. Bon. Donc, l'euro est responsable de la faillite industrielle française et donc de la perte des recettes budgétaires, parce que
personne ne dit aujourd'hui que le déficit budgétaire, tout le monde parle des dépenses. J'ai écrit un livre où va le pognon sur les dépenses. Oui, on peut faire économiser. Mais un budget, ce sont des dépenses qu'il faut réduire, et des gaspillages, et des recettes qu'il faut augmenter. Or, à partir du moment où on a eu l'euro, nos recettes se sont effondrées. C'est ça la réalité, parce qu'on n'exporte plus, parce qu'on perd notre capacité industrielle, notre productivité. Donc, l'euro est un mauvais choix. Maintenant, où j'ai évolué à un moment, c'est que à partir du moment où on était embranché dedans, on était dedans, j'ai pensé qu'il y avait d'autres priorités immédiates à mener. Rétablissement des frontières pour éviter la submersion migratoire, rétablissement du prix national de l'électricité qu'on peut faire comme le Portugal et l'Espagne, rétablissement de la primauté du droit français sur le droit européen, qui est la condition pour contrôler l'immigration, etc. C'est-à-dire que dans la liste des courses que je propose aux Français... Ça demande de sortir de la majorité des engagements français à l'échelle de l'Europe. Il faudra. Les accords de Schengen... Mais il va falloir. Le marché européen de l'énergie... Mais bien évidemment, attendez. Il y a deux façons de le faire. En fait, il y a trois solutions, si je résume. Il y a ceux qui disent il faut s'accommoder de l'Union européenne et on peut changer les choses dedans. Je considère que oui, on peut changer à la marge des choses dedans. Mais globalement, ce n'est pas possible. Si on ne met pas fin à l'Union européenne et qu'on ne la remplace pas par autre chose, et je vais venir là-dessus, on ne s'en sortira pas. C'est ce que je ne cesse de dire à Jordan Bardella et à Marine Le Pen. Je comprends que vous ayez envie de rassurer les Français là-dessus. Je comprends que vous pensiez qu'on peut faire des choses sans changer les règles, bien sûr, heureusement d'ailleurs, sur l'école, sur la sécurité, il y a plein de choses qu'on peut faire dans le cadre de l'Union européenne. Mais, pour moi, si on veut régler le problème migratoire, si on veut régler le problème de la compétitivité industrielle, il va falloir tordre le bras de l'Union européenne. Ensuite, il y a deux façons de lui tordre le bras. Il y a la façon hard, c'est le Frexit. C'est celle que proposent Asselineau et Philippot. Et il y a la façon progressive, qui est la mienne. Je vous écoute. C'est-à-dire que, pour moi, le Frexit, c'est l'escalier de secours. Dans un immeuble, il y a un escalier de secours. Si vraiment on ne peut plus vivre, qu'il y a le feu complet, on prend l'escalier de secours, mais on laisse brûler sa maison, son appartement. Moi, je considère que cet escalier de secours, il faut le garder. Je ne suis pas un anti-Frexit, mais je veux le garder dans un deuxième temps, comme menace. Et si j'étais élu président de la République, je dirais à mes partenaires, je l'ai écrit en 2017, 2022, j'ai toujours répété la même chose. C'est écrit dans mon livre. Je dirais à mes partenaires, voilà, il y a 4 décisions que la France va prendre tout de suite, pas négociables. On rétablit nos frontières. De toute façon, Schengen, on a le droit temporairement. Et le temporaire peut durer longtemps. Donc, on rétablit nos frontières, tout de suite. Deuxièmement, on ne verse plus les 10 milliards nets par an. On fait comme Mme Thatcher. Stop, je ne paye plus. Troisièmement, on n'obéit plus à la Commission de Bruxelles sur toutes les normes, toutes les positions, si vous voulez, qui veulent éviter que l'État soutienne nos industries. Par exemple, l'étiquette Made in France, on nous l'interdit, on le fait quand même. Qui serait, selon l'Union européenne, déloyale sur le marché. On le fait. Et quatrièmement, on rétablit la primauté du droit français sur le droit européen. Vous mettez fin à l'Union européenne? Non, je mets fin au fonctionnement de l'Union européenne dans ces conditions. Et je dis à mes partenaires, voilà, la France ne joue plus. C'est fini. Maintenant, on se met autour de la table et on reconstruit une Europe des nations légères, à la carte de projets, un marché, parce qu'on ne peut pas, pour moi, segmenter le marché complètement, et on trouve un accord. Madame Meloni, qu'est-ce que vous en pensez? Monsieur Orban, qu'est-ce que vous en pensez? Les Suédois, etc., ceux qui sont de notre avis. Est-ce qu'on ne peut pas reprendre le pouvoir? Et on supprime la Commission de Bruxelles et on a un nouveau traité. Ce traité, je l'ai écrit. Alors vous allez me dire, oui mais mon pauvre gars, vous rêvez. Eh bien je ne crois pas. Et c'est ma différence avec Asselineau et Philippot. C'est que je crois que la France est un suffisamment grand pays, au cœur de l'Union européenne. Le jour où la France lâche l'Union européenne, elle n'existe plus. Et elle n'existe plus pour une raison très simple, c'est que nos partenaires n'attendent que ça pour beaucoup. Et qu'il y aura une crise, comme le général de Gaulle avait fait en 1966. Si le général de Gaulle n'avait pas fait ça en 1966, il n'y aurait pas eu la PAC, qui marchait très bien aux intérêts de la France, il n'y aurait pas eu le tarif extérieur douanier commun, il n'y aurait pas eu, etc., etc. Communauté économique européenne. Oui, mais dans le bon sens du terme. C'est-à-dire avec des douanes,
avec un contrôle, avec à 6, géré dans l'intérêt de la France. Sur certaines ressources. Et sans supranationalité excessive. Ensuite, il y a eu une dérive de nos présidents. Et moi, j'ai voté contre tous les traités. Donc on ne peut pas m'accuser d'être favorable à ça. Je pense, et oui, et je pense que cette formule est capable de rassembler les Français. Ensuite, si les partenaires refusent. Mais qu'en est-il de l'euro? Attendez, si les partenaires refusent, on s'en va. Et on prend le Frexit, on prend l'escalier de secours. Mais je crois qu'en fait, l'Union européenne est morte. Il faut la tuer. Mais il faut la reconstruire. C'est-à-dire qu'il faut tuer l'Union européenne, mais il faut reconstruire une alliance des nations européennes qui respecte les nations, les frontières, les budgets. Et après, on passera à la question de la monnaie. Bref, moi, je crois que ce système est en train de s'autodétruire. Il est mort. Il est en fin de course. Il faut l'achever, mais il faut l'achever avec nos partenaires. Parce que ce n'est pas l'intérêt de la France de faire comme l'Angleterre. Et puis, en plus, il y a quand même un point important, c'est que je pense que les Français ne le veulent pas aujourd'hui. Donc on peut répéter Frexit toute la journée sur sa chaise et faire 1% à chaque élection, mais on ne va pas faire avancer le schmilblick, si vous me permettez. Je suis indépendantiste, je veux rétablir l'indépendance de la France. Mais l'indépendance de la France ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des accords à la carte avec nos voisins. Et je pense qu'on obtiendra davantage ces accords à la carte si on dynamite l'Union européenne de l'intérieur, plutôt que si on s'en va et qu'on la laisse survivre à nos côtés. Vous êtes plutôt un réformateur de l'intérieur, finalement. Je veux essayer cette voie avant de partir. Comme le général de Gaulle avait fait pour l'OTAN. Souvenez-vous, pour l'OTAN, le général de Gaulle avait envoyé un mémorandum aux Américains et avait dit « je vous donne 6 mois pour qu'on revoie complètement le fonctionnement de l'OTAN ». Les Américains ont refusé, il est sorti du commandement intégré. Je pense qu'il faut donner une chance. Pourquoi ? Parce que, les Français le veulent. Ils ne veulent pas la rupture sèche. Sinon, ils auraient voté beaucoup plus pour les candidats du Frexit. Bon. Deux, je pense que la grande nouveauté, c'est que le système commence à exaspérer certains pays. Et que la France doit être leader avec ces pays-là. Et je maintiens que c'est l'intérêt de la France de retrouver son indépendance et de garder certaines coopérations. Après, si nos partenaires ne veulent pas, ça sera d'autant plus facile de partir. Puisque nous aurons dit, nous avons essayé loyalement de refonder quelque chose de plus souple. Vous ne voulez pas, on s'en va. Mais on aura essayé. Et on aura, d'une part, rassuré nos compatriotes en leur disant, voyez, on n'est pas des gens qui veulent quitter toute coopération, mais on a retrouvé notre maîtrise des frontières, de notre économie, de notre droit. Vous dites que alors, je vais être d'accord avec vous. Oui. C'est une forme de Frexit. Je donne pas mon avis, mais... C'est un Frexit sorti, parce que vous m'avez dit... est-ce que finalement, c'est de l'intérieur. Oui, bon. Mais je pense que c'est plus malin. Alors, c'est plus compliqué. C'est plus facile de dire Frexit. Mais je crois que les Français sont suffisamment intelligents pour comprendre qu'on peut trouver entre ceux qui s'accommodent de l'Union européenne et qui ne pourront rien faire, et ceux qui veulent prendre l'issue de secours tout de suite, moi je pense qu'il faut essayer de remplacer l'Union européenne par une structure légère. Si on n'y arrive pas, eh ben on s'en ira. Mais historiquement, les Français ont rarement été en faveur de cette Union européenne. Et vous le rappelez souvent, elle a été forcée, cette Union européenne. C'est pour ça qu'il faut comment expliquez-vous qu'il n'y a pas plus que ce soit pas beaucoup plus mis en avant, beaucoup plus populaire, voire même qu'on adoucit les discours sur l'Union européenne, comme Marine Le Pen a pu le faire parce que la propagande a été telle que beaucoup de personnes, et ça a été le même problème entre Chirac et Séguin, vous étiez trop jeune, beaucoup de personnes qui disent aux hommes politiques, si vous êtes trop ferme vis-à-vis de l'Union européenne, vous ne gagnerez pas les élections. C'est vrai et faux à la fois. Je pense que c'est vrai pour ceux qui réclament un Frexit sec, ça c'est sûr. En revanche, je pense qu'aujourd'hui, les Français sont mûrs pour l'épreuve de force avec l'Union européenne. Et moi, je propose une épreuve de force. Je propose concrètement qu'on rétablisse nos frontières nationales, parce qu'il n'y a pas d'issue autre, qu'on rétablisse la primauté du droit français sur le droit européen, et qu'on ne verse plus d'argent. Et je propose qu'on retrouve la politique agricole nationale. C'est déjà pas mal.
Oui, il ne reste plus grand-chose. Oui, mais c'est par morceaux. Moi, je veux le faire par morceaux. Alors, si vous préférez, c'est un Frexit par morceaux. C'est un Frexit doux. Qu'importe le mot. C'est une démarche logique où on reprend possession de notre souveraineté pas à pas, dans une année, dans un premier mandat. Et après, on voit comment nos voisins réagissent. On voit ce qu'on peut construire avec eux pour remplacer ça. Parce qu'il y aura toujours besoin de coopération. Et puis, soit nos voisins acceptent, ou certains voisins acceptent. Et on le fait avec eux. Soit ils ne veulent pas, et on aura tout essayé. Vous citez, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. Oui, effectivement. C'est plus subtil, c'est plus compliqué. C'est peut-être moins radical que certaines propositions. Vous citez souvent le général de Gaulle. Et ce que vous disiez me rappelle, sur les intérêts de l'Union européenne, une citation de C.T. de Gaulle, de Pierre Fitt, sur les risques et les dérives de cette Union européenne et qu'elle soit finalement potentiellement le cheval de Troie d'intérêts étrangers, comme ceux des Américains. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? 100%. Je ne sais plus qui disait, c'est la Commission américaine. C'est pour ça que je veux la supprimer, la Commission. Il faut revenir à une coordination d'États, une alliance des États-nations. Voilà. Et je pense que là-dessus, les Français peuvent se retrouver. Parce que, encore une fois, Cette Union européenne, elle sert les intérêts de qui, finalement, si ce n'est pas ceux des Européens ? Elle sert les intérêts des Américains, elle sert les intérêts des Chinois, elle sert les intérêts des grandes puissances, puisqu'elle est faible. Je vais vous donner un exemple, parce qu'il faut être très concret pour nos partenaires, et puis très concret pour les Français. Une autre décision, la France n'appliquera pas d'autorité l'interdiction de la voiture thermique en 2035. Basta. Il faut que la France dise, c'est fini, je n'appliquerai pas ça, je dénonce ce traité. On a le droit de dénoncer des traités, des directives. Ce qui est terrible, et je vais vous dire... Souvent, des souverainistes de chez moi, c'est ma grande discussion avec François Asselineau, qui est brillantissime et que j'aime bien, sur beaucoup de choses, qui a des analyses très justes. Mais parfois, j'ai envie de dire à François Asselineau, vous êtes vous-même prisonnier de cette structure juridique, quand il évoque l'article 50, le machin. Mais attendez, la France est un grand pays qui, à un moment, n'importe quel moment, peut dire « j'applique plus ». C'est fini. Margaret Thatcher l'a fait. De Gaulle l'a fait en 1966. Ils n'avaient pas ce complexe. En fait, ce qui est terrible, si vous réfléchissez, c'est qu'ils ont réussi à envoûter les dirigeants des pays, à les faire obéir à des règles technocratiques, bureaucratiques, mises en œuvre par une commission illégitime, par une construction factice, un faux parlement, c'est un parlement fantoche, qui ne représente pas un peuple, puisqu'il n'y a pas de peuple. Il y a des langues différentes, il y a des nations différentes. Donc, il y a une autre phrase de Gaulle géniale, De Gaulle disait, on ne fait pas une omelette avec des œufs durs. Les nations, c'est des œufs durs. Alors oui, on peut faire une omelette avec des œufs durs si vous écrasez les œufs. C'est ce qu'est en train de faire l'Union européenne. Elle détruit les nations. Ouais. Et c'est pour ça qu'il faut vite se dégager de ce piège. C'est ce que vraiment, je pense que le bon terme aujourd'hui, et je pense qu'on peut rassembler les Français sur cette idée, nous sommes indépendantistes. Les Corses ont le droit d'être indépendantistes et pas les Français. Donc moi, je suis indépendantiste, je veux l'épreuve de force avec l'Union européenne, je veux la remplacer, la supprimer et la remplacer par une organisation souple. Mais ce n'est pas à moi de partir, ce n'est pas à la France de s'échapper et de laisser l'Union européenne. C'est à nous de la faire exploser de l'intérieur pour la reconstruire ou reconstruire une autorité souple à notre service qui défende les intérêts de l'Europe. Et je prends un exemple sur la voiture électrique. Il faut arrêter d'obéir à ces lobbies. On a vu l'affaire sur le Covid. On voit l'affaire sur la défense. Je ne sais pas si vous avez remarqué que pour la première fois, Mme von der Leyen, qui est quand même la traître, la super traître, si on était dans un dessin animé, on la mettrait la super traître. Mme von der Leyen a nommé un commissaire à la défense. Alors, ce n'est pas une compétence de l'Union européenne. Et cette commissaire à la défense, comme par hasard, elle est des États baltes. Elle est hystérico-anti-russe. Elle fait le jeu complet de l'État profond américain. Voilà. Elle est même décalée maintenant vis-à-vis de Trump. Enfin, on est en plein délire. C'est exactement comme tout à l'heure, vous me parliez de M. Barrot. Ce sont des canards qui ont toujours obéi à leur maître et le maître a changé d'avis. Alors, ils ne savent plus où ils habitent. Bon, donc, il faut remettre... Et moi, je pense qu'il faut remettre de l'ordre
par morceaux tout de suite, pour rassurer les Français et leur dire « on va vous défendre ». Donc, le jour où la France dit... Je vais vous raconter une anecdote, vous êtes trop jeune là aussi, je me souviens les farines animales. Farines animales. On peut avoir de la culture. Oui, les farines animales, vous avez raison. Je me souviens très bien, j'étais jeune député, il y avait une histoire de farines animales qui était autorisée par Bruxelles, et puis il y a eu des accidents en France, je ne sais plus quoi, et Chirac, d'autorité, a dit « j'interdis les farines animales en France ». Ben, il l'a fait. Et puis ça a été interdit, puis l'Europe a été obligée de suivre. Alors que normalement, ce n'était pas possible. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut qu'on libère la tête, et mon bouquin va être là-dessus. Libérez-vous. Des carcans. Libérez-vous du carcan mental. En fait, la France est colonisée. Nous sommes un pays colonisé. Mais par qui? Ah ben nous sommes colonisés à géométrie variable. Nous sommes colonisés en matière de défense par les États-Unis, malgré notre force de dissuasion. Enfin, ils essayent de nous achever. Nous sommes colonisés économiquement par la Chine. Nous sommes colonisés migratoirement par les pays... Ils essayent de nous achever, ça voudrait dire que les Américains sont en guerre contre les Européens? Ils ne sont pas en guerre. Les Américains, ils veulent la puissance absolue. Je dis les Américains, l'État profond américain. Les Américains, ils défendent leurs intérêts. Et ils vont aller jusqu'au bout tant qu'on ne réagit pas. Voilà. C'est tout. De Gaulle a réagi, Chirac a réagi sur l'Irak, avec Villepin, bah, ils n'étaient pas contents, bah, on a réagi. Et les Américains ne respectent que les forts. Mais pour être fort, et c'est là la difficulté quand même, pour être fort, il faut se donner les moyens de la force. Donc il faut remettre en ordre nos finances. Il ne faut pas accepter que nos entreprises technologiques soient rachetées. Il faut une stratégie progressive. Regardez ce qu'a fait Poutine. Poutine a mis des années avant d'autonomiser les forces économiques de la Russie. S'il s'est échappé du système SWIFT et s'il tient les sanctions aujourd'hui, c'est parce que tout ça a été bien organisé, prémédité. Regardez la Chine. La Chine a construit son indépendance. De Gaulle avait construit l'indépendance. Il n'est pas sorti de l'OTAN en 1958. Il est sorti de l'OTAN après 8 ans d'efforts pour bâtir une force de dissuasion nucléaire. Donc, attention, en tout cas moi ce que je veux proposer aux Français, c'est une démarche rationnelle, progressive, solide, pas démagogique. Parce qu'on peut dire oui, les Américains nous font la guerre, c'est les méchants Américains, les méchants Russes, on est contre tout le monde, mais on ne fait pas l'effort nous-mêmes d'assurer notre survie économique. Est-ce qu'en France, une Marine Le Pen représente ce discours ou est-ce qu'elle s'est tellement lissée qu'elle est devenue Macron compatible? Alors, je n'irai pas jusque-là. D'abord, je vais vous dire, j'ai un principe que j'ai gardé, c'est de réserver mes critiques à mes adversaires fondamentaux. C'est-à-dire que je ne tomberai pas dans le piège de la petite phrase sur mes concurrents alliés. Marine Le Pen, je l'ai soutenue au second tour de 2017, ça a fait un drame, et de 2022, et pendant ma campagne de 2022, je n'ai jamais voulu critiquer mes concurrents, Éric Zemmour et Marine Le Pen, et je considère que si Éric Zemmour et Marine Le Pen n'avaient pas eu des critiques mutuelles, et surtout Éric Zemmour, on aurait pu peut-être rabibocher davantage. Et nos électeurs attendent notre union. Premier point. Deuxième point ensuite, l'union est un rapport de force. Il est clair que j'ai dit à Marine Le Pen et à Jordan Bardella que je suis convaincu qu'il faut une politique étrangère plus indépendante et que sur la Russie et le conflit en Ukraine, j'ai été plus audacieux qu'eux. C'était très limité sur... Vous le voyez, moi je considère que, en tout cas, j'ai la liberté en conscience de dire ce que je pense. Et j'ai dit plus que ce que je pensais sur le conflit en Ukraine. On n'a pas la même position avec Jordan Bardella, voilà, c'est un fait. Deuxième point, sur l'Union européenne, je l'ai dit à l'instant, je pense qu'on ne pourra pas, si on arrivait au pouvoir tous, et je souhaite qu'on y arrive dans l'Union, parce qu'il faudra bien y arriver, on ne pourra pas le faire sans une épreuve de force avec Bruxelles. J'ai une position plus indépendantiste. Et après, voilà, c'est une nuance forte, peut-être plus qu'une nuance, mais c'est aux électeurs de renforcer debout la France s'ils veulent que cette position l'emporte dans une future coalition. C'est clair. Vous savez, moi je crois qu'il faut marcher en coalition. Il faut se débarrasser du macronisme
et de cette pensée unique qui nous tue, là, qui tue le pays. Et puis, dans la coalition, je pense être le plus indépendantiste de tous, par rapport à Éric Ciotti, par rapport à Marine Le Pen, par rapport à Jordan Bardella. Mais c'est mon atout, c'est ma force. Et plus Debout la France sera fort, plus nous aurons un projet global indépendantiste. Voilà. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit procéder. Mais je n'ai pas commencé la petite phrase, elle ne fait pas si bien, cela, ça ne m'intéresse pas. Parce que je veux qu'on gagne collectivement. Mais en attendant, c'est pourquoi j'ai gardé mon indépendance. Si je n'ai pas été au Rassemblement national, alors que vous pourriez... Je pourrais. Et c'est toujours plus facile d'aller dans un parti à 25% que dans un parti à 5%. Et en même temps, ça ferait grossir les rangs du Rassemblement national. Je pense pas. Je pense que la Ve République est un régime de coalition. Il y a 2 tours. Au premier tour, les Français doivent avoir le choix. Et les souverainistes doivent avoir un candidat souverainiste. Et puis au second tour, le rapport de force électoral fait l'équilibre politique. Si, dans une prochaine présidentielle, il y a un candidat souverainiste, comme en Roumanie, qui fait 20% des voix, pour la paix en Ukraine et le remplacement de l'Union européenne, ou la fin de l'Union européenne, ce que je propose, la position sera plus simple dans une coalition, croyez-moi. Si on fait 2% ou 4% comme j'ai fait à la dernière, ça sera plus dur. Donc là, il y a les électeurs qui, à un moment, doivent prendre leurs responsabilités et ne pas voter toujours au plus fort. Le premier tour doit être joué avant le second tour. Mais vous n'avez pas l'impression justement de ralentir ce mouvement en campant un peu peut-être sur vos positions, en sachant que vos positions sont très proches de celles de Marine Le Pen, en disant elles sont proches, mais il y a une forte nuance. Sur la paix en Ukraine, sur l'Union européenne, ma position est beaucoup plus tranchée. Et j'estime que c'est utile au débat public. Et je la ferai valoir. Ça n'enlève rien au Rassemblement national, mais c'est utile au débat public parce que j'estime que, attention, pour le coup, attention à ne pas édulcorer le message. Et la victoire de Trump a montré, comme la victoire en Roumanie, comme partout, que les électeurs attendent maintenant de la clarté parce que les électeurs sont intelligents, contrairement à ce qu'on dit, et contrairement à ce que le monde politique et médiatique croit. Et les électeurs, ils ont bien compris que si on reste dans l'Union européenne telle qu'elle est, il y a un truc qui cloche, que ça ne marchera pas. Donc, voilà pourquoi je veux être clair avec les électeurs, ça sera l'objet de mon livre, sortie du commandement militaire intégré de l'OTAN, récupérer toute notre capacité scientifique militaire, technologique, remplacer l'Union européenne par une alliance souple des États, par mon Frexit progressif, si vous voulez dire, ou mon Bruxit, c'était l'expression de Philippe de Villiers, c'est-à-dire chasser Bruxelles, qui est la meilleure expression, mais qui est compliquée. Mais qu'importe, les Français sont capables de comprendre. Rétablissement des frontières, on donne plus d'argent, primauté du droit français, c'est déjà pas mal. Vous savez, si on faisait ça, on récupère notre liberté. Comment vous avez accueilli la possible condamnation de Marine Le Pen suite à une condamnation, la potentielle inéligibilité de Marine Le Pen Bien sûr excessive. Je veux dire, on peut dire que les juges font leur travail. C'est une tentative de la faire taire. Mais c'est une atteinte à la démocratie. C'est un coup d'État des juges. Voilà. Et ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas porter atteinte à la justice que de dire ça. Marine Le Pen est dans un procès, les juges vont juger, mais profiter de cela pour porter atteinte à la démocratie est inacceptable. Ça pose la question de l'indépendance de la justice française. Ah bah ça, ouais. Non mais la justice française n'est plus indépendante. Indépendante. Elle est au service du pouvoir, c'est le gouvernement des juges. Vous savez, nous ne sommes plus en démocratie. Moi je vais vous dire, nous ne sommes plus vraiment en démocratie. Donc tout l'enjeu d'ailleurs, pour moi les deux enjeux, et je me battrai, et pourquoi je continue le combat politique à ce point et avec autant de conviction, c'est parce que je pense qu'il faut rétablir la démocratie en France et il faut arracher l'indépendance de la France, la gagner, la regagner. Que c'est les deux conditions pour tout le reste. Vous pourrez rétablir les sécurités, maîtriser l'immigration, créer de l'emploi, du pouvoir d'achat, tout le reste va dépendre de la démocratie en France et de l'indépendance du pays.
C'est les deux conditions préalables à toute action. Et je travaille beaucoup là-dessus. Par exemple, j'ai des propositions très concrètes que j'ai toujours faites, mais je n'avais peut-être pas assez bien présentées. C'est le référendum d'initiative populaire à la Suisse. Vous savez qu'en Suisse, il n'y a pas de conseil constitutionnel. J'ai découvert ça hier soir. Je regardais un petit documentaire très bien fait sur la démocratie suisse. Et il n'y a pas de cour constitutionnelle. Le peuple est souverain. C'est fondamental. Nous sommes arrivés dans un gouvernement des médias et des juges. Voilà. Qui appuie une volonté de colonisation du pays et de destruction de l'intérieur. Moi, je suis très sévère. Hein. Il n'y a aucun compromis possible avec ces gens-là. Et je vais vous dire... Ça appelle à des changements radicaux. Mais ça appelle à la censure de ce gouvernement tout de suite, ça c'est le débat d'actualité, et au départ de Macron. Il faut censurer à répétition le gouvernement pour que Macron s'en aille. Cet homme est nuisible. Il y a les nuisibles, vous savez, dans les campagnes. Il est nuisible, il a fait du mal à la France. Le général de Gaulle est parti sur un référendum régional perdu à 5%. Et lui, désavoué par le peuple, qui a plongé la France dans la crise financière, il s'accroche et on n'ose pas le censurer. Et on cherche des prétextes pour censurer son gouvernement, qui nous entraîne vers la guerre mondiale, qui a ruiné le pays, qui multiplie les impôts, qui est incapable de rétablir l'ordre. Mais on est en pleine... Enfin, il y a un moment, si vous voulez, il faut retomber sur terre. Et pourquoi tout ça? Parce qu'il y a un bruit médiatique de gens complices de cette non-assistance à peuple en danger. Ils sont complices parce qu'ils s'habituent à ce... En fait, on s'habitue à l'inacceptable. Et le monde médiatique est aussi... J'ai un chapitre dans mon livre sur le monde médiatique, vous n'allez pas être déçus du voyage. Les journalistes... C'est pas les journalistes, parce qu'il y a des journalistes très bien. C'est un système au sommet de conflits d'intérêts. Et je vais essayer d'argumenter cela. Allez-y. Parce qu'il y a... Non, pas là, mais dans mon bouquin. Parce que je suis dedans, en fait, en ce moment. N'hésitez pas, allez-y. À quel niveau les conflits d'intérêts Mais parce que le système médiatique français est tenu par les oligarques, et vous avez de très bons journalistes, vous avez des gens... Il n'y a pas que des mauvais journalistes, c'est le plus beau métier du monde. Sans journalistes, il n'y a pas de démocratie. Donc, moi, je ne suis pas contre les journalistes, je suis contre ce système d'éditorialistes proches du pouvoir et d'oligarques qui ont acheté des médias pour défendre des intérêts, des commandes publiques, et qui donc, de ce fait, sont obligés de mettre un nœud à leur mouchoir. On l'a vu pendant la crise Covid, on le voit pour la guerre en Ukraine, on l'a vu sur Trump, on est en plein délire. Et je ne suis pas un Trumpiste absolu du tout, c'est pas du tout mon style de personnage a priori, mais moi je reconnais que Trump sur la paix en Ukraine, sur d'autres points, et sans doute sera un bon président pour les États-Unis. Pour la France, peut-être pas. Et on va avoir du mal. Donc moi, je ne suis pas quelqu'un qui va aduler Trump comme Macron a adulé Biden. Vous parlez d'un cadenassage, quasiment d'un cadenassage médiatique sur certains sujets. Est-ce que c'est le cas pour le Moyen-Orient, par exemple? Oui, sans doute aussi. Moins parce que vous avez tout le secteur public qui est déjà très soumis à une islamisation rampante et qui donc n'ose pas trop... C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on voit bien que dans le service public, le conflit est aussi... c'est tranché. Sans être manichéen, il y a quand même des analyses à faire sur cette thématique. Plus qu'analyse. Et là-dessus, moi, j'ai toujours eu la même position. Quel est votre point de vue là-dessus? Droit d'Israël à exister et à se défendre, et droit du peuple palestinien à avoir un État. Voilà. Et on n'en sortira pas autrement. Et c'est tragique ce qui se passe. C'est tragique. Et c'est un enchaînement, comme tous les malheurs du monde et de la guerre, c'est un enchaînement abominable parce que, bien sûr qu'il y a eu l'horreur du 7 octobre, mais à partir de ce moment-là, si le Hamas a été aussi puissant, c'est parce que aussi tout a été fait pour casser tout pouvoir palestinien alternatif. Et puis après, vous avez les horreurs de Gaza, ce qui se passe, mais le Hezbollah n'est pas non plus... est loin d'être respectable. Et donc on peut comprendre aussi que les Israéliens aient envie de se défendre par rapport au Hezbollah. Donc on est dans un enchaînement abominable.
Et je crois que le chemin de la paix va être extrêmement difficile. Même les Américains n'y arrivent pas. Et donc, on va voir comment ça évolue. Moi, j'ai une position extrêmement, que je crois, juste. Mais je pense aussi que, si vous voulez, l'importation du conflit en France est tragique. Et que la responsabilité de Mélenchon est tragique. Parce que surfer sur ce conflit pour faire de la politique intérieure n'est pas bon. Et pas digne. Bien sûr qu'il y a des atrocités et que le peuple palestinien mérite d'avoir une terre. Mais pour autant, il n'y a pas à surfer de manière indigne sur ce malheur des Palestiniens pour alimenter une dérive en France. Est-ce que la possibilité... On n'est pas loin du bouquin Soumission de Houellebecq. Hein. Vous considérez que la France insoumise... Je considère que là, la France insoumise dépasse plus que les bornes. De démagogie. Il y a de la complaisance avec... plus que de la complaisance. Une idéologie radicale... oui. Et pour des raisons purement électoralistes. Purement électoralistes. Et ce faisant, ils ne rendent pas service aux Français musulmans parce que il y a beaucoup de Français musulmans qui sont d'abord français, qui ne sont pas musulmans. Et moi, je ne supporte pas qu'on s'adresse aux Français en fonction de leur religion, de leur origine, de leurs mœurs. Je déteste ce communautarisme rampant qui imprègne la société française. Et je pense que quand on est un homme politique, on a un devoir de ne pas mettre le doigt dans le communautarisme pour des raisons électorales. Vous voyez ? Même chose de l'autre côté. Hein. Je refuse tous les communautarismes. D'accord ? Je crois qu'on a un devoir d'exemplarité et qu'à partir du moment où on joue électoralement d'un conflit extérieur, avec une forte population en France qui est arrivée française aujourd'hui, mais de pratiques musulmanes, qui a un besoin pour les jeunes d'assimilation, eh bien on souffle sur des braises et on fragilise la communauté nationale. Vous voyez ? Et je pense que c'est extrêmement grave parce qu'on a besoin d'unité, on a besoin d'assimiler, on a besoin de rassembler. Il y a toute une jeunesse de qualité. Est-ce que l'importation de ce conflit ne tient simplement que à la LFI ? Est-ce que ce sont les seuls à faire usage Non, il y a des deux côtés parfois. Mais électoralement, elle est vraiment du côté LFI, là. Mais je connais Mélenchon par cœur, il veut sa base, voilà. Et il ferait mieux de défendre les Français modestes, les Français ouvriers, les Français qui soient de toutes les couleurs, de toutes les religions. Moi, vous savez, j'aime pas ça, j'aime pas qu'on surfe sur la division des Français. Pendant la crise Covid, je me suis beaucoup battu pour ce que j'appelle la vérité scientifique. J'ai été traîné dans la boue et on a eu beaucoup de manifestations avec Florian Philippot. Et ce qui m'a beaucoup réconforté sur le pays, c'est qu'il y avait quantité de jeunes d'origine qu'on dit étrangère, mais qui sont français. L'idem pour les Gilets jaunes, d'ailleurs. Oui, musulmans, et qui brandissaient le drapeau français. Et j'étais heureux. Et on ne voyait pas les gens en fonction de leur couleur de peau, et on n'importait pas un conflit extérieur. Vous voyez, c'est très important. Pour revenir à ce sujet du conflit au Moyen-Orient, est-ce que la solution à deux États est possible avec le gouvernement actuel israélien ? Ah non, bien sûr que non. Bien sûr. Mais c'est les dans Israéliens le cas présent, gouvernement. vous avez un mandat international de la CPI pour arrêter M. Netanyahou. Pour le coup, vous aspirez à des responsabilités, aux plus hautes responsabilités en France. Est-ce que vous, dans le cas présent, vous appliqueriez ce mandat ? Non, pas aujourd'hui. L'Allemagne ne le fera pas. L'Espagne a dit qu'elle le fera. Pas aujourd'hui. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le Hamas et le Hezbollah sont d'ailleurs aussi poursuivis, enfin le Hamas, parce que ce pays est en guerre. Il a été agressé. Je n'oublie pas qui a été l'agresseur. C'est le Hamas, et qui a commis un massacre abominable. Que c'est facile d'ici, mais là-bas, Israël est quand même entouré. Pour autant, tout le monde connaît mes positions. Je les ai exprimées à la Commission des Affaires étrangères. J'ai été traité de tous les noms par un ancien député français du Moyen-Orient, qui m'a accusé de tous les noms parce que je demandais simplement qu'il y ait deux États. Mais en revanche, je reste sur ma position, droit d'Israël à se défendre et à exister. Or, son existence est remise en cause. Et deuxièmement, État palestinien, et je pense même, moi, que l'État palestinien devrait être fusionné, mais ça c'est une opinion totalement personnelle, et totalement illusoire, puisque la Jordanie n'en veut pas du tout,
Mais moi, je pense que le vrai État palestinien, c'est la Jordanie, qui devrait englober les territoires occupés et avoir un État viable. Mais en même temps, vous avez eu des conséquences de camps palestiniens en Jordanie qui ont donné lieu à des... Et oui, et vous pouvez pas... parce que le double jeu du monde arabe est aussi très impressionnant. C'est-à-dire que le monde arabe soutient les Palestiniens, mais ne veut surtout pas les avoir chez lui. Donc, le fait est qu'ils ont aussi un État avec une terre. Dans cette affaire, oui, mais dans cette affaire, c'est vraiment le conflit le plus difficile où il faut, comme disait le général de Gaulle, je vais vers l'Orient compliqué avec des idées simples, mais celui qui apportera la solution à cet enchaînement de haine et de violence n'est pas né. Hein. Voilà, malheureusement. Mitterrand avait une phrase très bien sur ce conflit. Mitterrand disait deux peuples pour une même terre, avec un Dieu de chaque côté. Ça résume la difficulté. La difficulté de la situation. Et je pense en tout cas que l'honneur, en tout cas moi mon honneur, c'est d'avoir jamais changé d'avis et d'essayer d'exprimer ma position qui déplaît aux deux côtés. Donc c'est bon signe. Mais c'est ma position, j'en changerai pas. Et ça devrait être pour moi la position, et ça a toujours été la position de la France. Et la France en a pris plein la gueule des deux côtés. J'aimerais qu'on revienne au national. Sauf Macron, on ne sait plus quelle est sa position d'ailleurs. C'est en même temps, Macron. C'est en même temps en faisant des zigzags, donc c'est compliqué. Voilà. J'aimerais qu'on revienne à l'actualité nationale et aux efforts qu'on demande aux maires pour conclure notre entretien, aux efforts supplémentaires qu'on risque de demander aux maires face à la situation économique de la France et l'explosion, le dérapage du déficit français, la dette à plus de 3200 milliards, suite en partie au ministère de Bruno Le Maire. Comment analysez-vous ça, en sachant qu'on en a parlé un petit peu, vous essayez de vous rapprocher de plus en plus du terrain, d'être encore beaucoup plus... moi, de toute façon, j'étais élu local et je suis toujours, donc... Pourquoi demander de plus en plus potentiellement d'efforts? C'est le système français. Et où va l'argent français? Alors attendez, ce qui est extraordinaire, c'est que les seuls qui ont bien géré leur commune et leur budget, qui ont un budget équilibré en fonctionnement et qui dégagent une épargne pour investir, les seuls qui gèrent bien leur budget, on les accable et on leur demande un effort. C'est le renversement toujours le même. Celui qui gaspille demande un effort à celui qui gère bien le budget. Les maires de France ont bien géré le budget et ont fait 11 milliards d'économies, l'ensemble des collectivités, sous Hollande. Donc, je connais bien, j'étais maire à l'époque, j'aspire à le redevenir, je l'espère, en 2026. C'est clair que c'est incompréhensible. C'est la prime à la mauvaise gestion. Premier point. Deuxième point, je veux le dire sur les finances. J'ai écrit un bouquin, Où va le pognon, où je détaille des économies possibles, sans faire souffrir les Français. 15 milliards sur les fausses cartes vitales et les faux numéros d'immatriculation sociaux. 10 milliards sur l'Union européenne. Des milliards sur l'Ukraine. Des milliards sur l'Ukraine. Des milliards sur les emprunts à taux variables indexés sur l'inflation, fait par M. Le Maire et M. Macron, qui ont été, puisque l'inflation en zone euro a explosé, on a été obligé de payer 12 milliards de plus, c'est-à-dire l'effort de la réforme des retraites. 12 milliards en 2023. Alors, on fera pas... et on emprunte toujours à taux variable sur l'inflation. C'est une folie. Il faut emprunter à taux fixe. Si vous achetez une voiture, vous n'allez pas emprunter à taux variable. Eh bien, l'État a emprunté à taux variable sur l'inflation sur 10% de sa dette. Qu'est-ce qui explique ces prises de décision? Mais la corruption, ou du moins le copinage, la volonté d'être copain avec les banques. Je ne sais pas si c'est de la corruption ou si c'est du copinage, j'en sais rien. Dans ce que vous je fais attention parce que je ne veux pas être attaqué en diffamation. Monsieur le maire m'a attaqué en diffamation sur le fait que j'avais dit qu'il était en haute trahison sur le prix de l'électricité. Je persiste. La haute trahison. Et je vais avoir un procès et il va pouvoir répondre devant les juges. C'est le cas pour Emmanuel Macron, par exemple, c'est hallucinant. Et l'affaire Alstom. Ah bah n'en parlons pas. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est insupportable pour moi aujourd'hui, et c'est pour ça que je pense que, et je supplie Marine Le Pen de censurer ce gouvernement, c'est qu'il veut désindexer les pensions de retraite, il veut limiter le remboursement des médicaments, il fait payer toujours les fonctionnaires qui ne sont pas augmentés suffisamment. Or, on a les fonctionnaires les plus mal payés de France à force, ce qui fait qu'on ne trouve plus d'enseignants, de policiers, etc. Donc il y a un vrai problème. En fait, c'est toujours faire payer les Français, alors qu'il y a au moins, dans mon bouquin, je dis 100 milliards, admettons, la moitié, 50 milliards qu'on peut trouver tout de suite. Est-ce que c'est normal de verser des retraites à des morts à l'étranger? Est-ce que c'est normal d'avoir tant de gaspillage?
Mais c'est hallucinant ce qui se passe. Mais là aussi, j'aimerais que Marine Le Pen le dise avec force. Une autre politique est possible. Il faut censurer ce gouvernement et M. Macron renomme un Premier ministre qui revient avec une autre copie devant l'Assemblée nationale. Il faut être clair avec les Français. On ne peut pas être à moitié dedans, à moitié dehors. Il faut que l'opposition soit claire. Une autre politique est possible financière. On peut faire beaucoup plus d'économies, arrêter de faire souffrir les Français et investir. Aider nos PME à investir. Et c'est comme ça qu'on s'en sortira. Et la première décision à prendre, c'est la baisse du prix de l'électricité. Rien que pour ça, on devrait censurer le gouvernement. On pourrait sortir comme le Portugal ou l'Espagne du marché européen. Et ça n'interdit en rien d'exporter notre électricité. Ça n'a rien à voir. On exporte notre électricité en Angleterre. Les interconnexions électriques n'ont rien à voir avec la fixation du prix. Donc, on pourrait avoir un prix divisé de moitié pour nos entreprises. Et on ne le fait pas. Donc, vous voyez, pour moi, si vous voulez, il y a un moment, la crise est telle qu'il faut que l'opposition vote la censure, l'exprime. Je demande d'arrêter les jeux politiciens. Il faut censurer le gouvernement et dire à Macron de partir. Vous parlez de conciliation. Et s'il ne part pas, eh ben on recensurera. Et il faut une élection présidentielle. Parce que je vais vous dire, la situation est ingouvernable aujourd'hui. 3/3. Bon. Donc il faut une nouvelle élection. On ne peut pas avoir d'élection législative. Donc on va... D'ici juillet prochain. D'ici juillet. Mais en juillet, Macron n'a aucun intérêt à dissoudre. Il aura encore moins de députés. Donc, en fait, il faut censurer le gouvernement et destituer le président. C'est ce que la France Insoumise avait essayé de... Oui, et je mets en garde le Rassemblement national, je leur dis, attention, il y avait un sondage intéressant dans Le Monde d'aujourd'hui, d'hier soir, qui était que pour la première fois, il y a plus de Français qui jugent que LFI est le parti d'opposition que le RN. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que... Et ça rejoint la question sur tout à fait. Marine Le Pen. Macron, tout à fait. Je dis, mais je le dis moi positivement, je dis à Marine Le Pen, n'ayez pas peur d'être clair. Vous avez tous les patriotes dans l'ensemble. Après, je préfère ma forme de patriotisme, que je trouve plus exigeante en termes de souveraineté, mais aujourd'hui, on verra ce que les électeurs feront demain. Mais je supplie le RN de ne pas sombrer dans les jeux parlementaires et d'être clair, parce que les Français, je pense, attendent la clarté politique. Et l'élection de Trump a prouvé qu'on gagne toujours à être clair. Voilà. Surtout face à un système médiatico-politico-judiciaire qui veut la perte des patriotes. Et le conflit est total. Il y aura un vainqueur ou un vaincu. Un vainqueur, un vaincu, mais il n'y aura pas de demi. Et moi, je considère que si on veut sauver la France, c'est maintenant. C'est-à-dire que si on continue encore 5 ans après, dans cette espèce de décadence totale, je ne sais pas comment on va récupérer notre pays. C'est une nouvelle génération qui le fera, mais c'est maintenant. Pour moi, c'est mûr. Et vous savez, je reste 2-3 jours dans un département, 2 départements, je passe du temps. J'ai passé 2 jours en Picardie. Vraiment, je passe du temps. J'étais voir les agriculteurs, des PME. Je reste dîner, je dors sur place. Je passe du temps. Et les Français n'en peuvent plus. Ils attendent une clarté. Ils attendent un plan de sortie de crise. Et ce plan de sortie de crise, on doit le donner méthodiquement. On ne fera pas tout d'un grand soir, mais on va redresser le pays. On peut le faire. Il y a quelque chose d'assez incompréhensible dans tout le listing que vous faisiez de dépenses, de poids économique qui pèsent sur les Français, sur la classe moyenne en particulier. Qu'est-ce qui explique que cette classe politique française fasse peser de plus en plus de poids sur cette classe moyenne française, professeurs, policiers, agriculteurs mais parce que... qui sont le moteur de l'économie française. Parce que ces gens vivent dans un autre monde et que tant qu'ils peuvent tondre le mouton, ils le tendront. Voilà. Ils ont les médias pour eux. Ils vivent dans un monde parallèle. Ils passent de leur ministère à des plateaux télé, ils vont dîner en ville avec les mêmes éditorialistes, ils vont à Bruxelles, ils ne voient que des gens de leur milieu.
Ils ne connaissent pas ils connaissent plus la France. Ils n'aiment pas le peuple français. Ils le méprisent. Et, pardonnez-moi, j'allais dire une phrase très vulgaire, mais depuis 2005, ils ne respectent plus la démocratie. Pourquoi voulez-vous qu'ils s'arrêtent? Mais pourquoi voulez-vous qu'ils s'arrêtent? Tant qu'on ne réagira pas par le vote, ça ne s'arrêtera pas. Et ils ont réussi leur coup au second tour de la législative. Ils ont réussi quand même un truc incroyable, grâce à l'appui des médias. Ils ont réussi à ce que M. Wauquiez, M. Darmanin, Mme Borne soient élus par des électeurs LFI. Ils ont réussi à ce que des électeurs LR votent pour des candidats LFI, chez moi. Bon. Donc, ils ont quand même réussi quelque chose. Pourquoi les électeurs l'ont fait quand même. Pourquoi les électeurs l'ont fait? Parce que je pense deux choses. Les médias ont à nouveau, comme à chaque fois, diabolisé les patriotes. Et, moi je le pense, et je l'ai dit, et je le dirai, c'est que les patriotes n'ont pas fait une coalition rassurante. Voilà. C'est que tout le monde n'était pas ensemble comme le Front populaire. Et je pense qu'il faut qu'on améliore le projet d'alternative. Voilà. Les Français, au dernier moment, ont eu peur d'un Bardella Premier ministre, il faut être clair. Ils ont eu peur. Donc pourquoi ils ont eu peur? Est-ce qu'un Bardella Premier ministre, c'est encourageant? Est-ce qu'il faut... Voilà, pourquoi ils ont eu peur? Il faut l'analyser. Est-ce que la coalition n'était pas assez large? Vous considérez que est-ce qu'il n'y a pas eu des erreurs? Est un Premier ministre Je ne sais pas. Je veux qu'on travaille ça. Est-ce qu'après Attal très jeune, les Français n'ont pas eu envie de voir un très jeune? Est-ce qu'il n'y a pas des questions qui se posent? Et il faut les traiter. Est-ce que le programme était... Il y a eu le problème sur la double nationalité, qui a été absurde. Une polémique qui a coûté des millions de voix. Donc, moi, je considère que s'il n'y a pas eu de victoire, c'est parce qu'il y a eu des causes. Ce n'est pas que la faute des autres. Parce que les électeurs ont voté. Des électeurs LFI ont voté Wauquiez. Des électeurs LR de chez moi ont voté LFI. Donc, ça veut bien dire qu'il y a eu un problème. Il faut l'analyser, et moi, c'est ce travail d'introspection, je le fais. Parce que quand on a une défaite, il faut toujours réfléchir aux causes. Et ce travail, je le fais par l'écriture, parce que c'est par un livre qu'on peut ensuite dire aux Français, voilà, voilà mon projet pour vous. Et en même temps, vous donniez un élément de réponse en disant que LFI, au niveau populaire, était de plus en plus considéré comme le parti d'opposition. Tout à fait. Et finalement... Tout à fait. Et c'est là, c'est pour ça qu'à Debout la France, nous considérons être la vraie opposition. En un mot, et que je vous invite, ceux qui nous regardent, à nous aider. Voilà. En un mot, sur le livre que vous travaillez, est-ce que vous pouvez nous donner quelques pistes Ah oui, c'est très simple. C'est un livre pour réveiller les Français et leur dire qu'ils ont tout en eux et que la France peut être un pays extraordinaire si on le veut. Mais qu'il va falloir, à un moment, se réveiller et se libérer. Et plus que se réveiller, se libérer de ce qu'on nous a mis dans le crâne. Et en fait, c'est ça. Et pourquoi je prends du temps à écrire ce livre? Parce que je veux vraiment mettre tout ce que j'ai en moi. Comment on peut réveiller les Français et leur redonner confiance en eux-mêmes? Vous voyez la difficulté? Parce qu'en fait, quand ils te voient dans la rue, les gens m'arrêtent gentiment et me disent « Ah, monsieur Dupont-Aignan, bah, c'est bien, c'est courageux, mais mon pauvre gars, c'est foutu. » Bon, voilà, en gros. Hein. Et je leur dis « Mais vous avez voté ?» 1 sur 2 me dit « Non, on n'a pas voté. » Un autre me dit « Oui, on a voté, mais ça ne suffit pas. » Et le plus grave, ce sont ceux qui n'ont pas voté. Je leur dis « Mais pourquoi vous n'avez pas voté ?»« Oh, bah, de toute façon, c'est foutu. » Mais j'ai dit « Oui, mais qui vous a mis l'idée que c'était foutu ?» Réfléchissez. C'est ceux qui ont intérêt à ce que vous n'alliez pas voter. D'accord? Et là, soudain, les gens me regardent et me disent « Ah, c'est peut-être vrai. Il faudrait peut-être que j'aille voter quand même. » Je dis « Oui, parce que regardez le poison qu'ils ont mis. Le poison de la destruction de toute alternative. Et regardez les émissions qui passent. Il ne faut pas, parce que nous, on ne regarde plus les émissions, parce que je rencontre aussi beaucoup de Français qui ne regardent plus la télévision. Et quand on voit ce que fait Donald Trump aux États-Unis avec des médias alternatifs... C'est pour ça que je travaille beaucoup mes médias alternatifs et que je suis très présent sur tous les réseaux, et vous pouvez me suivre. Mais c'est intéressant quand même de se dire, voilà... Ne sous-estimons pas l'influence des émissions grand public tous les soirs. Les Français regardent encore 3 heures par jour la télévision. Et tous les soirs, on leur dit
que Trump est un méchant, un agresseur sexuel quasiment. On leur dit que Poutine va tuer tout le monde. On leur dit qu'être patriote, c'est être raciste. On leur dit que... vous voyez ce que je veux dire? Toute la journée, regardez l'émission du service public quand même de Léa Salamé. Regardez l'émission de Léa Salamé le dimanche, le samedi soir, je ne regarde pas, hein, mais j'ai regardé une fois. C'est de la propagande que même en Chine ou en Russie soviétique, on ne faisait pas. Sous un air, regardez Quotidien, regardez toutes ces émissions. Mais elles ont de l'audience. Regardez sur la 5, l'émission de Segarnov, là, le soir. Ce sont des contre-vérités. Regardez France Inter tous les jours. Mais vous savez, à force... Ils ont une audience. Mais ils ont une audience. Et à force de taper sur la tête du cerveau, et ben, au moment des élections, ça sauve un pouvoir qui pourtant nuit aux Français, est nuisible. Ce sont des nuisibles. Voilà. Chassons les nuisibles, si je devais conclure. Ce sera le mot de la fin. Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, merci beaucoup pour ce grand entretien. Chers abonnés de la chaîne YouTube d'Omerta, je vous rappelle de partager nos contenus, de vous abonner. Vous pouvez retrouver également nos reportages et nos documentaires, comme je vous l'ai dit, sur le site www.omertamedia.fr. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau grand entretien.